Un ouf gangsta. Un ouf gangsta. Alors, je vous demande juste un petit service, c'est de totalement oublier l'intro que vous venez de voir. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé dans ma tête, c'est entre nous, mais on reprend une vidéo normale, je pense que c'est mieux. Enfin bref, bonjour à tous et à toutes, ici Denoz, et il y a quelques temps sur la chaîne est sortie la vidéo Quand les animés vont trop loin, et on peut dire que c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu, et donc, en tant que youtubeur qui aime sortir de sa zone de confort, aujourd'hui je vous propose un épisode 2, mais va quand même y avoir une petite nuance avec l'épisode 1, c'est que dans l'épisode 1 je vous proposais des scènes qui étaient plutôt drôles, mais dans cette vidéo j'ai décidé de voir un petit peu plus large, et d'aller voir du côté dans des scènes qui sont quand même vachement plus sérieuses, mais qui n'en restent pas moins soit what the fuck, soit qui vont vraiment trop loin, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et sinon, comme d'habitude, la petite pub pour les réseaux sociaux, tac 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 tac, je sais pas où ça s'affiche, j'en ai aucune idée. N'hésitez pas à me follow sur mon Instagram, sur mon Twitter, et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube, on est déjà 130 000, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Et sur ce, c'est parti pour la vidéo. Je vous préviens, cette vidéo contiendra pas mal de spoils, mais ne vous en faites pas, il y aura un petit jingle pour vous prévenir. Vous êtes prévenus, je vais spoiler salement Evangelion et The End of Evangelion. J'espère que vous êtes prêts. Néon Genesis Evangelion ou plus simplement Evangelion, et désolé pour ma prononciation, je ne vais pas m'attarder sur la popularité de l'œuvre. Mais vous n'êtes pas sans savoir que cet animé sorti en 95 est un des piliers de l'animation japonaise telle qu'on la connaît aujourd'hui, tant il a été et est toujours une source d'inspiration dans bien des domaines. J'ai déjà parlé de cet animé sur la chaîne et j'en reparlerai sûrement, faut dire que c'est pas les sujets de discussion qui manquent à son égard. Mais aujourd'hui, on ne va ni parler de la symbolique comportementale rattaché à chaque personnage, ni de la jeunesse des anges qui ferait tourner la tête à n'importe qui, ni de pourquoi Shinji ne veut pas piloter l'Eva. Non sérieux mec, tu déconnes là, va piloter. Non, on va parler du film The End of Evangelion, parce que niveau aller trop loin, je pense qu'on est pas mal. Et attention, c'est pas un reproche quand je dis que l'animé va loin, c'est un simple et neutre constat. Déjà, faut rappeler que la fin de l'animé est en elle-même bien barrée. Certains la trouvent géniale tant elle regorgerait de symbolique et de messages. Ce qui n'est pas faux étant donné la dépression d'Anno Hideaki, le réalisateur de l'animé. Le fameux Congratulations qui est même devenu un mème, qui aurait pour but de féliciter Hideaki pour avoir réussi à traverser des moments difficiles et notamment sa dépression. Bon, je vais vous donner mon avis, je trouve que cette fin est très bancale et le manque de budget se fait entendre comme Sardoche qui joue à LoL. J'ai sué du cul. Mon cul il a sué, il y avait des gouttes. Oh là là. Bien heureusement, la vraie fin de l'œuvre fut adaptée en film, The End of Evangelion, mais le dénouement n'en reste pas moins perturbant, mais cette fois-ci dans le bon sens, mais perturbant quand même. On retrouve l'identité si particulière de l'animé original, avec des plans majestueux, artistiques et surréalistes. Une raie géante qui sort de terre, la fin de l'humanité, le vrai visage de l'Eva, et les anges qui font des trucs chelous. Tout est rapide, on n'a pas le temps de respirer, pas le temps de tout analyser, et un rewatch va s'imposer après un final aussi dense. Beaucoup de questions ont eu leur réponse, mais beaucoup d'autres se créent juste derrière. Le final de The End of Evangelion, c'est l'un des points culminants de la licence. Un instant qui marque le spectateur, peu importe si ce dernier apprécie ou non le spectacle. Et oui, c'est ça, c'est un spectacle. Une prouesse au niveau de la mise en scène et de la technique. On se sent minuscule face à ce qui se déroule devant nos yeux. Le malaise est présent car on se retrouve vite perdu à ne plus savoir quoi regarder et quoi penser. Et à la fois, on a ce sentiment d'émerveillement face à quelque chose qui nous dépasse. C'est exactement ce que je vous disais plus tôt. Dans cette vidéo, j'essaye de varier en balayant assez large le terme aller trop loin, comme justement avec The End of Evangelion qui est quand même bien what the fuck, sans qu'on puisse le qualifier de très fun. Est-ce que vous connaissez le film Paprika? J'ai déjà fait une vidéo pour vous en parler, mais on va pas se le cacher, elle était pas ouf, elle commence vraiment à dater et a un peu bidé à l'époque. Pourtant ce film est génial et je pense vous refaire une vidéo digne de ce nom pour vous en reparler un jour. Paprika est donc un film d'animation sorti en 2006 et réalisé par Satoshi Kon, le papa de Perfect Blue, ce qui annonce la couleur pour ceux ayant déjà vu ce dernier. Paprika a une intrigue plutôt simple. Dans le futur a été développé ce truc qui est un appareil permettant de rentrer dans les rêves des gens, rien que ça. Mais un jour, malheur. Un des prototypes de l'appareil a été volé et c'est un peu la panique parce que dans de mauvaises mains, l'objet peut vite foutre le bordel. Vous l'aurez donc compris, le film va se concentrer sur les rêves et tout ce qui s'y rattache. Si on y réfléchit bien, les rêves reflètent notre vraie nature, là où notre subconscient s'exprime librement et sans réel contrôle de notre part. Et justement, l'un des piliers de Paprika, c'est de faire tomber le masque des personnages en nous plongeant dans leurs rêves et en découvrant leurs pensées. L'animé va parfois nous transporter dans de gros trips et je dois dire que les rêves sont particulièrement bien représentés à l'écran et heureusement vu que c'est un petit peu
l'essence même du film. La réalité va constamment se mêler à l'imaginaire, et que ce soit les personnages comme les spectateurs, tout le monde est vite perdu à ne plus savoir quoi penser. D'ailleurs, j'emploie le terme rêve, mais c'est pour situer l'imaginaire, puisque les rêves dans Paprika ont plus un aspect cauchemardesque que féerique. En tout cas, moi, j'aimerais vraiment pas m'y retrouver. Mais venons enfin à la scène dont je voulais vous parler. Cette scène est connue sous le nom de La Parade. C'est vraiment un moment étrange, peut-être même perturbant, mais pourtant si captivant. C'est un exemple typique de rêve qui se mêle à la réalité. On peut voir une parade d'objets, de personnes et tout un tas d'autres trucs défiler dans une rue au milieu de passants qui sont choqués de ce qu'ils peuvent voir, et en même temps, on les comprend. Là, si t'es pas choqué de voir ça, c'est que ton cerveau, il est déjà pas très bien. Entre les statues de Bouddha, les jouets pour enfants géants et les hommes se transformant en instruments de musique, y a de quoi faire niveau what the fuck. On ne parlera pas de l'orchestre de grenouilles et des jeunes écolières à tête de téléphone, se faisant prendre en photo leurs culottes par des hommes eux aussi à tête de téléphone, tout va bien. La scène de la parade montre bien comment les rêves sont perçus dans Paprika, on ne sait jamais à quoi s'attendre. En tout cas, si vous n'avez pas encore vu ce film, je vous le recommande grandement, ne serait-ce que pour admirer tout le soin et l'imagination apportés aux rêves que l'on voit. On va repasser à une scène pas très drôle, voire carrément déprimante. Si vous n'avez pas vu Clannad, déjà premièrement honte à vous, allez le voir, je vous préviens, je vais spoil salement. Bon, à partir de maintenant, vous êtes en zone rouge et le spoil est permis. Nagisa et Ushio meurent comme deux fragiles. Voilà, comme ça c'est fait. Bref, Clannad est un animé godlike que je ne cesserai jamais d'aduler. Sa saison 1 sortie en 2007 nous raconte une histoire simple. Celle d'un lycéen délinquant à ses heures perdues et qui ne trouve pas de sens à sa vie. Je vous le donne en mille, encore un enculé de Dark Sasuke qui poste des photos help me sur Twitter pour espérer avoir un petit peu d'attention virtuelle. Désolé, je m'emporte. Et gros bisous à tous les Dark Sasuke. Mais un jour, Tomoya, c'est son petit nom, va faire une rencontre qui va changer sa vie puisqu'il va rapidement se lier d'amitié avec Nagisa, une jeune fille elle aussi un peu perdue mais qui va lui redonner goût à la vie. Une saison 1 avec assez peu de soucis, ou en tout cas des soucis de lycéen, ces problèmes qui nous paraissent incroyables lorsqu'on est ado, mais que l'on regrette un petit peu une fois adulte. Vient ensuite la saison 2, Clannad After Story. Et c'est cette saison qui est une bombe atomique. Bon, déjà Nagisa et Tomoya, ils ont pas dû terminer correctement leur soirée Netflix, parce que paf, un gosse. Ouais, c'est des rapides, ouais. Le lycée est fini, laissons place aux vrais problèmes. Là, y a pas de redoublement, y a pas de rattrapage, personne n'est derrière toi pour t'aider. Ils sont d'un seul coup face à la dure réalité comme chacun de nous l'a été ou va l'être. Après, je vous souhaite pas d'avoir une réalité aussi dure que la leur parce que on y vient justement, c'est vraiment pas ouf. Depuis la saison 1, on sait que Nagisa est fragile et qu'elle est malade. Fatalement, elle va finir par mourir en tenant la main de Tomoya tout en donnant la vie à leur fille. Bam, premier coup dans ta gueule Tomoya, tu fais moins le malin. Alors là, Tomoya il va pas bien du tout, perdre Nagisa c'était tout perdre pour lui. Il en oublie même sa fille qu'il va délaisser pendant un long moment. Mais voilà, il finit par retrouver en sa fille un espoir. Il retrouve en Ushio sa raison de vivre tout comme il l'avait fait avec Nagisa. Le père et la fille se retrouvent enfin et vont pouvoir rattraper le temps perdu. Mais non, je déconne, au moment où tout semble aller mieux, bam, Ushio meurt de la même maladie que sa mère dans les bras de Tomoya. Alors, comment vous dire que Tomoya l'a pas super bien pris. En fait, au moment où sa fille meurt dans ses bras, beaucoup de gens pensent qu'il est littéralement mort d'un cœur brisé. Oui, parce qu'on peut mourir d'un cœur brisé dans la vraie vie. Puisqu'on le voit s'écrouler à son tour et je dois dire que ça me paraît plus que probable qu'il soit mort lui aussi. Et oui, c'est là que je me suis dit que wow, ça allait vraiment loin. Enfin, je veux dire, faire mourir Nagisa, c'était suffisant. On avait déjà eu notre dose d'émotion. Finir l'animé avec Tomoya qui se reconstruit avec sa fille, ça aurait été magnifique. Et là, c'est pour moi le seul défaut de Clannad, c'est sa conclusion un peu bancale. Ushio meurt, mais finalement, la vie va reprendre son cours normal. Je vous passe les détails, mais Nagisa est en quelque sorte ressuscité, blablabla, c'est pas ouf, je trouve. Mais n'empêche que, à la mort d'Ushio, c'est vraiment un moment où je me suis dit, mais non, ils ont pas osé. Un second coup de masse pour Tomoya. Enfin non, là c'était pas juste un coup de masse. Là, le mec il s'est mangé un 3 tonnes dans la gueule et n'aurait jamais pu s'en remettre. On arrive au passage qui m'a clairement inspiré et mené à faire cette vidéo. J'étais en plein rematage, oui ce mot existe, de Nisei Monogatari quand je suis retombé sur une scène maudite. Je fais ce rappel à chaque vidéo où je parle de cet animé, mais je sais que pas mal d'entre vous ne connaissent pas les Monogatari, donc j'ai pas envie de vous perdre, désolé pour ceux qui ont déjà vu l'animé ou qui connaissent le début de l'histoire. Les Monogatari sont à l'origine des light novels adaptés en animé par Shaft. Il y a un paquet de saisons, mais le synopsis de base est simple. On suit l'histoire de Araragi, un lycéen banal qui va rencontrer un vampire légendaire mourant et va devenir l'un de ses disciples pour le sauver.
Par la suite, il va devenir mi-humain, mi-vampire, et va se retrouver à aider de nombreuses personnes à combattre des phénomènes paranormaux et des malédictions. D'ailleurs, au passage, ces phénomènes et ces malédictions sont tout à fait classiques. On y retrouve par exemple un dieu crabe qui vole le poids de sa victime, un tigre géant et un serpent invisible, bref, du déjà vu et ce qu'il y a de plus commun. Durant tout l'animé, Araragi va faire de nombreuses rencontres composées cependant à 99% de filles et de jeunes femmes. Bon, c'est sûrement du hasard, mais nos experts sont sur le coup. Et voilà, donc ça c'était pour le petit résumé que je vous fais à chaque fois. Maintenant, on arrive au point qui nous intéresse. Ouais, vous allez voir, c'est pas glorieux. Pour tous ceux qui connaissent déjà l'animé, vous savez que le fanservice et le ecchi, c'est un petit peu comme cette bonne vieille dirt dans Minecraft. Il y en a partout et à perte de vue. Voilà, donc ça c'était vraiment la pire comparaison que j'ai jamais fait sur cette chaîne. La moindre occasion est bonne pour un plan aguicheur ou une scène débilement dans l'excès, mais c'est aussi un des charmes de la série qui se joue beaucoup du fanservice, moque et exagère cette pratique. Mais j'avoue que dans Nisei Monogatari, il y a une scène qui va vraiment loin, surtout que ça part d'un truc totalement insignifiant. Enfin, attendez 2 secondes, vous allez comprendre. Koyomi Araragi a 2 sœurs, Karen Araragi et Tsukihi Araragi. Mais c'est Karen qui va nous intéresser et Tsukihi casse-toi. À l'épisode 9, on assiste à une scène entre Koyomi et Karen, et même si vous avez vu beaucoup de what the fuck japonais et que vous connaissez bien les animés, vous êtes pas prêts. Je pense que je vais plutôt vous montrer un extrait parce que j'arriverai même pas à vous décrire correctement ce qu'il se passe, mais rappelez-vous bien qu'ils sont frères et sœurs, ce qui rend le truc encore plus chelou. その身をもって偉大なるカンバル先生の恐怖は非常に分かりやすく言ってしまうと快感が生じるのである。 Koyomi brosse les dents de sa sœur qui aime beaucoup trop ça, sérieux, arrête de faire cette tête. Là, on atteint le sommet du fanservice, on atteint le sommet de la parodie. Il y a même un plan où ils sont nus dans l'espace. Et je pense que vous serez d'accord avec moi que ça correspond parfaitement au terme aller trop loin. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous le répète encore une fois, mais n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas le cas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. Et si vous mettez un petit like, ça me ferait aussi super plaisir. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont les scènes les plus what the fuck que vous avez vu dans les animés, des moments où vous vous êtes dit que là ça allait vraiment trop loin. Et je crois que je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir mon Instagram et mon Twitter qui sont dans la description. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye.